C'est à ce moment-là que la physique quantique m'a aidé, rassuré, permis de comprendre que j'étais pas fou et permis en même temps de revoir mon monde autrement, revoir mon histoire autrement, revoir tout ce que j'ai pu vivre et expérimenter dans ma vie, de les relire autrement. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Nous sommes les observateurs de notre propre expérience. Donc en fait, juste le fait d'être présent, d'être là et d'observer notre réalité, nous allons la figer dans un état. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul état possible. Oui, j'entends des voix, oui, je vois des choses, oui, on peut me toucher la nuit, oui, on peut me réveiller, oui, des fois, je vois un autre espace-temps et j'en parle comme si je disais que j'avais été chercher une baguette. Parce que c'est ma normalité et j'espère que ça pourrait être la normalité de tout le monde. Ne croyez surtout pas à ce que je dis. Expérimentez. Faites votre propre expérience, en fait. Créez votre propre croyance derrière tout ça. Et si ça colle avec ce que je vous ai dit, tant mieux. Ne mettez jamais quiconque sur un piédestal, à part vous. Bonjour Loïc, Bonjour. bienvenue. Merci. Je suis tellement heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui découvrent Loïc aujourd'hui, Loïc est ingénieur. On a pas mal de choses en commun Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais oui, c'est mon ancienne vie. dans son ancienne vie, mais du coup, avec ce background scientifique. Et pratique aujourd'hui la naturopathie différente, quantique. Et on va découvrir tout ça aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore son livre, c'est La naturopathie quantique. J'ai vraiment adoré ce livre et je vous encourage vraiment à l'acheter, à le lire, parce que cette interview, on va voir pas mal de choses ensemble, mais ce livre est vraiment génial et vous pourrez creuser tous ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui à travers ce livre. Donc, on va plonger ensemble. Juste, dans cette interview, on va échanger sur la physique quantique et comment ça a changé ta vision de ta pratique, pourquoi notre corps est électromagnétique et pourquoi c'est important, quelle est la conscience selon toi et quel rôle elle joue, le rôle de l'eau. Donc, pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur l'eau, là, on va aussi découvrir un insight d'un expert. et enfin, ta vision de la science, comment en tant qu'ingénieur, tu fais de la naturopathie quantique aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses de la science? Comment tu penses qu'elle peut évoluer en fait pour donner accès à des recherches ou des technologies encore plus avancées? Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. On va aller voir tout ça ensemble. Ça va être juste fascinant. Merci Loïc. Merci beaucoup. Merci pour ce livre. Merci de l'avoir entre les mains, merci de l'avoir lu, merci d'en parler. Pour moi, c'est plus qu'un livre. Et je suis toujours touché quand les gens arrivent à comprendre et à lire entre les lignes du livre et que ça les touche en retour. Donc, merci. Merci à toi. Ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est que tu as cette approche scientifique tout en restant rigoureux, dans le sens où tu n'as pas d'extrapolation vers l'invisible qui est hors cadre. Ce qui est scientifique est bien cadré. Et là où tu te permets de repenser le monde, tu le dis très clairement. Et je trouve que c'est magnifiquement bien fait. Donc, merci pour ce bel exercice. Donc, en fait, comment tu t'es intéressé à la physique quantique? Déjà, à la base, dans mon parcours universitaire, j'ai dû me taper On est d'accord. de la physique quantique. Tu es ingénieur À la base, je suis ingénieur maître en prévention des risques et nuisances technologiques. Waouh, ok. Donc, ouais, un nom à rallonge pour pas dire grand-chose. Mais bon, voilà, j'ai dû faire des cours de physique quantique et je me revois dans mes cours à rien piné, rien capté. Parce qu'en fait, c'est un paradigme qui est complètement différent. Et quelque part, je pense que j'étais clairement trop jeune pour pouvoir intégrer une autre vision du monde. Ce qui me permet aujourd'hui de comprendre ceux pour qui c'est difficile. Et en fait, pourquoi j'en suis venu à me replonger là-dedans? C'est parce que je ne suis pas juste naturopathe, je suis aussi énergéticien. Derrière énergéticien se cachent des capacités, disons une antenne qui voit plus large, donc avec des perceptions auditives, visuelles ou kinesthésiques. Et j'ai eu besoin de les comprendre. J'ai eu besoin d'essayer de comprendre pourquoi il se passait tel ou tel phénomène pendant mes rééquilibrages énergétiques. Et je donne des exemples dans le livre. Et à force d'essayer de vous les expliquer, il n'y avait qu'une seule grille de lecture possible. Elle était post-matérialiste et elle nous plongeait dans la physique quantique. Et finalement, là, tous ces concepts impinables que je n'arrivais pas à comprendre à l'époque sont devenus
limpide et complètement évident et logique à ce moment-là. Et en fait, je pense que c'est juste une histoire de temporalité. Et c'est à ce moment-là que la physique quantique m'a aidé, rassuré, permis de comprendre que j'étais pas fou. Et permis en même temps de revoir mon monde autrement, revoir mon histoire autrement, revoir tout ce que j'ai pu vivre et expérimenter dans ma vie en lien avec l'invisible ou en lien avec l'intuitif, en lien avec mes perceptions, de les relire autrement. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Ça change la vie, hein. Ouais, vraiment. C'est génial d'avoir cet éclairage et de nous le partager parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de retours à travers aussi les personnes qui me suivent, qui disent je m'ouvre à ça, mais du coup il y a une panique, il y a une peur. Comme tu disais, il y a ce jugement qu'on porte dans nos sociétés occidentales d'être fou. Et en fait, c'est juste un accès à un plus grand potentiel qu'on a. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne s'autorisent pas à plonger dans ces perceptions-là parce qu'on vit dans un paradigme matérialiste où la matière est immuable. C'est désuet depuis des centaines d'années, mais c'est pas grave, ça, on a oublié de nous le dire. En tout cas, on ne nous l'a pas enseigné à l'école encore. On ne nous l'a pas enseigné à l'école, ou très mal, avec des trucs de calcul qui fait qu'on ne le comprend pas. Et en fait, j'ai beaucoup de gens qui le lisent et je reçois des messages de gens qui me disent « Mon Dieu, mais je m'autorise à être plus intuitive. Je m'autorise à me lancer dans le travail énergétique parce que maintenant, je comprends. Je comprends, en fait, c'est comme si, pour certaines personnes, le livre rassurait cette part de mental qui a besoin d'être alimentée avec quelque chose de très scientifique, de très posé. Et ça, le fait de rassurer, ça laisse plus de place à explorer le côté intuitif et ses perceptions, ses visions. Et en fait, c'est ça qui, moi, me fait extrêmement plaisir. Quand les gens arrivent à lire le livre autrement et à s'autoriser, en fait, à être eux-mêmes. Tout ça parce qu'on vient rassurer la petite partie mentale qui a été formatée comme ça depuis quasiment notre naissance. Ouais. Mais moi, ça me parle tout à fait, hein, parce que j'étais dans cet ancien paradigme très matérialiste. Jusqu'à ce que je vive, voilà, je traverse une maladie, c'était mon épreuve d'éveil, on va dire. Et là, je me suis dit, la première session que j'ai eue avec une guérisseuse, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc qu'on m'a pas expliqué? Et pareil, j'ai été chercher cette science pour essayer de comprendre. Et en fait, au bout d'un moment, ça rassure, ça permet de s'autoriser, comme tu as dit. Ouais. Et après, il y a un moment donné, on n'a même plus besoin de rassurer le mental. On a compris que ça marchait autrement. Non seulement on n'a plus besoin de rassurer notre mental, et on n'a plus besoin non seulement aussi de rassurer les autres et de prouver quoi que ce soit aux autres. Parce qu'une fois qu'on a plongé dans ce paradigme-là, on sait que finalement tout existe sous forme de potentiel dans l'instant présent, que chaque personne va créer sa propre réalité en fonction de ses propres perceptions. Et quelqu'un peut ne pas être d'accord avec nous, mais c'est OK parce qu'il a raison dans son champ de pensée et dans son champ de vision. Ouais, donc ça sert à rien d'essayer de lutter, à se dire « Ouais, je veux absolument lui prouver que j'ai raison ». On s'en fout de prouver qu'on a raison. Parce que de toute manière, on sait que chaque personne a sa propre vision du monde et réalité. Et c'est hyper rassurant. L'ego se calme aussi. Ça fait c'est une forme de liberté incroyable. Intérieure. Incroyable. Avant qu'on plonge plus dans la physique quantique, tu me rappelleras de donner peut-être 3 conseils pour tous ceux qui veulent justement étendre ces capacités, qui n'osent pas le faire en tant qu'énergéticien. Et là, on va faire appel à un ingénieur à l'intérieur de toi. Ouais, attends, je vais chercher. Et j'ai bien aimé dans ton livre ta façon d'exposer en fait les différentes visions de l'atome à travers le temps. Est-ce que tu peux nous partager ça c'est important de le rappeler, parce qu'en fait, on a toujours cette même image de l'atome, cette espèce de petit point avec des cercles autour. Et même encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'on représente l'atome. Or, c'est pas ça l'atome. À l'époque, l'atome, ça vient du grec pour dire petite particule. Donc, on savait déjà intuitivement que tout était composé de quelque chose de plus petit. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, alors j'ai pas toutes les dates parce que je suis très mauvais pour les retenir, mais on s'est rendu compte que l'atome, c'était pas juste une particule, mais qu'en gros, il y avait des charges positives et négatives, et qu'on a commencé à mettre des choses qui tournent autour. Puis finalement, on s'est rendu compte, et la vision de l'atome la plus actuelle, c'est qu'on sait qu'il y a un noyau, on sait qu'il y a des électrons, mais on est incapable de savoir où se trouvent les électrons. C'est-à-dire que s'il y a 2 électrons, ils sont partout en même temps. Donc, c'est un nuage d'électrons. Et en fait, cela va demander quelque chose pour figer le ou les électrons à un endroit particulier.
Et ça, je trouve ça fascinant parce que finalement, on est dans l'infiniment petit. Et pendant très longtemps, on a dit que la physique quantique était la physique de l'infiniment petit, mais ça aussi, c'est désuet. On sait que maintenant, tout objet est quantique, qu'importe sa taille. Et de juste savoir qu'une particule, en fait, tant qu'il n'y a pas un observateur, tant qu'il n'y a pas quelque chose pour la figer à un endroit, elle est partout à la fois. Ouais, c'est dingue. Et juste là, on est dans une notion qui peut changer complètement la vision du monde. C'est cette espèce, c'est ce fait D'infini des possibles. d'infini des possibles qui se déroulent en même temps, mais qui nécessite un observateur. Il y a l'expérience de la double fente Oui. qui est l'expérience maîtresse, je dirais, pour montrer ça. Pour Mais- ceux qui souhaitent creuser la double fente, je vous invite à regarder ma vidéo sur notre réalité où j'explique vraiment cette expérience en détail. Juste petite parenthèse. Elle est fascinante comme expérience parce qu'elle nous montre que tant qu'on ne regarde pas, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas un observateur qui regarde l'expérience, il n'est pas possible de connaître le résultat de cette dernière, c'est-à-dire de savoir dans quelle fente finalement va passer l'électron. Et donc, Passer partout, on ne sait pas. et donc par extrapolation, et c'est ce que moi j'essaie de montrer dans le livre, c'est finalement nous sommes les observateurs de notre propre expérience. Donc en fait, juste le fait d'être présent, d'être là et d'observer notre réalité, nous allons la figer dans un état. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul état possible. Exactement. Et j'extrapole dans le livre et Emmanuel Ranford, je suis très touché parce qu'il le dit à la fin de sa préface où il dit c'est que pour moi, la personne qui est en bonne santé et la personne qui est en moins bonne santé, elles coexistent dans deux réalités différentes. C'est juste que nous, par notre regard, nous allons expérimenter une réalité. Mais je trouve que c'est hyper apaisant de savoir qu'on a déjà guéri. C'est juste qu'il nécessite des changements de paradigme, qui nécessite des choses à faire pour juste attirer à nous cette expérience dans la matière. Ouais. Ah, c'est beau, merci pour ce partage et pour cet éclairage quantique. Et le fait d'avoir précisé que c'est désuet de dire que maintenant ça s'applique qu'à l'infiniment petit qui nous compose. Et tu sais que moi, alors j'ai peut-être un train de retard, mais j'ai eu cette rigueur ou précision en me disant, voilà, ça ne s'applique pas à nous, notre corps n'est pas quantique, c'est pas prouvé par la science. Et j'ai justement un follower qui adhère pas du tout à cette approche consciente, qui m'a parlé des travaux d'un prix Nobel à Roche, je crois, qui montraient, apparemment, il faut que je creuse le sujet, que ça s'applique à l'échelle de notre corps. Oui, donc mais ça s'applique à l'échelle de tout être macro, de tout être ou de tout objet macroscopique. On n'est plus uniquement dans le micro. Et je l'explique à un moment, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les chercheurs en physique quantique, il y avait ceux qui, en gros, étaient sur la plage. Je crois que c'est une image du professeur Marc-Henri. Il y a ceux qui étaient sur la plage, donc eux, ils ont une vision matérialiste. Il y a ceux qui sont complètement dans l'eau, ceux qui avaient une vision post-matérialiste. Et puis, il y avait les chercheurs qui essayaient de faire ce qu'ils peuvent, et eux, ils avaient les pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une partie où ils étaient dans la matière, puis une partie où ils étaient dans l'eau, et en fait, ça ne marchait pas. Donc, il a fallu se contorsionner pour essayer de trouver des explications du pourquoi, du comment. Et finalement, en fait, non, tout est quantique, tout objet est quantique. Et quel est ton point de vue, quel est ton ressenti sur la physique quantique et la conscience? Alors, comment tu fais les liens, selon toi? Alors, il y a plein de débats là-dessus. C'est-à-dire que tous les chercheurs en physique quantique ne sont pas d'accord de mêler la conscience à ça. Dans ma vision de la réalité, c'est plus d'aller regarder la conscience avant d'aller regarder la physique quantique. C'est-à-dire, je l'explique à l'intérieur du livre, j'ai été très transparent sur des expériences que j'ai pu vivre, dont une expérience de mort imminente induite par le poison d'un crapaud. Donc dit comme ça, c'est très chelou, je l'entends, mais c'est une expérience qui met finalement le cerveau comme s'il était en état de mort clinique, de mémoire, mais ça crée une expérience de mort imminente. En tout cas, l'expérience qui est la plus proche de l'expérience de mort imminente, qui plonge dans la dilution complète de l'être, dans la lumière, et dans ce qui correspond le plus à la conscience. Et en gros, pour moi, la conscience, c'est un peu comme un océan. Donc c'est une image, je ne sais plus qui l'a donnée en premier, mais moi c'est mon ami Olivier Chambon qui me l'a raconté. C'est comme un océan, et nous serions tous des tourbillons à l'intérieur de cet océan, et en pensant être autre chose que l'océan. Mais finalement, on est nous-mêmes l'océan qui apprend à se regarder, lui, à travers, en face à face par rapport au tourbillon. Donc en fait, la conscience, elle est partout, elle fait partie de tout, elle imprègne tout, et finalement, il y a de plus en plus de chercheurs, ils ne sont pas tous d'accord, de se dire, mais il y a quelque chose de sous-jacent
qui va influencer les choses. Et dans ma vision, l'expérimentateur qui vient observer les choses, c'est la conscience de l'expérimentateur qui vient observer l'expérience, qui vient figer un état de la conscience elle-même. Parce qu'en fait, l'expérience, c'est la conscience elle-même. Donc, en tout cas pour moi, physique quantique et conscience ne peuvent pas être dissociés parce que la conscience va influencer sur tout. Comme l'expérience de la double fente. Et c'est juste, beaucoup de physiciens, enfin les physiciens ne sont pas d'accord, mais il y a certains physiciens justement qui explorent les bizarreries quantiques en ayant pour hypothèse qu'elles ne peuvent pas s'expliquer ou s'explorer si on ne prend pas comme postulat que la conscience précède tout. Exactement, et il y en a même qui ne parlent pas de conscience, qui parlent de Dieu, qui même mettent, après on met les mots qu'on veut, mais qui vont émettre l'hypothèse qu'il y a un Dieu en arrière de tout ça, qui fait des choses tellement ingénieuses qu'on n'arrive pas nécessairement à tout expliquer. Pour moi, le conscience résonne plus que le mot Dieu, mais il y a de plus en plus de physiciens qui sont obligés d'utiliser ce postulat pour essayer d'expliquer les choses bizarres, c'est ce que tu viens de dire. Oui. C'est vrai, quand tu dis le mot Dieu, il y a Bruce Lipton justement qui avait dit c'est fou aujourd'hui, la définition du champ unifié est la même que les maîtres spirituels donnaient à Dieu depuis des millénaires. Exactement. Et c'est troublant, vraiment. Exactement. Un champ, une force qui est omnisciente, omniprésente. Enfin, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ouais. Dans ton livre, tu abordes aussi un sujet que j'adore et que j'aimerais creuser avec toi, qui est le fait que notre corps est électromagnétique. Donc, pour moi, c'est essentiel de comprendre ça, parce qu'on est entouré d'ondes électromagnétiques, d'ondes sonores, de fréquences sonores, fréquences lumineuses, d'ondes électromagnétiques de nos smartphones. Et tout ça, ça a un impact sur nous, aussi parce que notre corps l'est. Est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement, nous expliquer simplement comment et pourquoi notre corps est électromagnétique? Alors, pour pouvoir expliquer ça, dans ma vision, déjà, c'est de revenir à l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on est... En fait, il suffit juste de zoomer. Si je prends ma main, que je zoome, je vais voir des molécules. Enfin, je vais d'abord voir des cellules. Ces cellules, je vais voir des protéines. Les protéines sont faites de molécules. Les molécules sont faites d'atomes. Et ainsi de suite, on descend petit à petit et on se retrouve avec quoi? Avec des particules qui ont plutôt une forme ondulatoire. C'est quelque chose que l'on n'a pas dit au début, mais en physique quantique, on part du postulat que tout est à la fois matière et non matière. Tout est à la fois onde et particules en même temps. Donc en fait, il y a quelque chose d'ondulatoire. Sauf que si l'on prend par exemple le cœur qui émet un champ électromagnétique, ça a déjà été prouvé, c'est étudié, il n'y a même pas de question à se poser pour ça. C'est d'ailleurs l'émetteur le plus puissant du corps humain. Mais si on regarde, on a les particules qui vont créer les protéines, qui vont, elles, avoir une propre fréquence, une propre émission. Tout ça va créer les cellules cardiaques, qui n'ont pas la même composition que les cellules musculaires, donc il va y avoir une propre fréquence. Tout ça va donner un cœur qui va mettre une propre émission de champ électromagnétique. Et tous les organes, tout ensemble, met une propre champ et émission électromagnétique pour un individu et un corps humain. Ça, c'est une première vision. La deuxième chose, c'est qu'on est tous composés d'eau, comme le dit le professeur Marc-Henri avec cette eau morphogénique. Et donc, Easy Water, pour ceux qui ont suivi les recherches de Gérald, parce que moi, j'ai plus partagé sous l'Easy Water découverte par Gérald, mais eau morphogénique, c'est le mot utilisé, l'appellation utilisée par Marc-Henri, qui est aussi dans le domaine de l'eau. Et en gros, on est de l'eau sur pattes, quoi. On est de l'eau sur pattes et on sait qu'en fait, les particules de l'eau vont s'orienter en fonction des champs électromagnétiques. Et comme tu disais, tout ce qui nous entoure est fait de champs électromagnétiques. Donc, déjà, nous, on émet des pensées, on émet tout ça qui sont des champs électromagnétiques, une partie électrique et une partie magnétique. Et bien évidemment, tout ce qui nous entoure va nous influencer. Que ce soit les personnes via leurs émotions, que ce soit les pensées des personnes et toutes ces horreurs que sont les champs électromagnétiques artificiels qui sont autour de nous et qui malheureusement créent des dommages qui sont énormes. Et dont on ne prend pas conscience. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas. Oui, les ondes, ça, comme disait la doctoresse Milbert, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de couleur. Du coup... Ça ne se voit pas. Et pourtant, les animaux, eux, ont tendance déjà à sentir les ondes du sous-sol. Ils vont se poser à certains endroits en particulier. Donc, moi, je dis, pour moi, c'est vraiment hyper important de se protéger des ondes électromagnétiques. Et donc, oui, on émet un champ et on échange des électrons avec le sol et avec le reste. On est un corps électromagnétique.
C'est essentiel de comprendre cette notion-là, justement, pour pouvoir être dans notre plein potentiel. Tu disais l'impact des ondes électromagnétiques artificielles. Je voulais juste nourrir ce propos avec une étude qui a montré que notre Natel, notre téléphone portable, même quand on ne l'utilise pas, juste le fait d'être sur nous diminue nos capacités cognitives. Et ça, je veux dire, c'est pas des approches entre science et conscience, ça, c'est vraiment reconnu par la science, comment on peut l'appeler, académique, officielle, je sais pas comment On verra à la fin de la science. Si je peux juste donner un exemple pour tout le monde, pour justement voir l'effet des ondes électromagnétiques. Moi, je suis sensible à ça. Et pour faire du sport, j'ai eu envie de tester les nouveaux casques qui vibrent là. Bon. Sauf que ça n'existe pas en filaire. Alors moi, j'ai quasiment tout le temps du filaire. Ça existait qu'en Bluetooth. Donc je me suis dit, là, pour 1 heure de sport, de temps en temps... Donc c'est des écouteurs. C'est des écouteurs, mais à conduction osseuse. Donc ils sont juste posés ici, ils vibrent, mais sauf que c'est du Bluetooth. Donc moi, évidemment, j'avais roulé le truc dans de l'aluminium, j'avais fait un truc, tu sais, pour un extraterrestre. Ça sert à... Enfin, en tout cas, dans mon truc, ça servait à rien. Et puis, en l'utilisant, j'ai commencé à observer. Alors, je disais ça parce que les nouveaux écouteurs qu'on fout directement dans les oreilles sont une catastrophe. Et j'ai jamais eu d'acouphènes de ma vie. Et j'ai commencé à développer des acouphènes. Mais mon Dieu. De manière très lente, en fait. Très, très lente. Et puis, à un moment, je commençais à en avoir tous les soirs en m'endormant. Puis, ça a commencé à être la journée. Puis là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème. Et en fait, j'ai repensé à mes cours de géobiologie où on a fait les ondes électromagnétiques. Et là, je me suis dit, oh putain, et si c'était ça? Je l'ai enlevé 3 semaines après, plus d'acouphènes. Et je n'en ai plus depuis. Donc, si vous avez des écouteurs, faut les virer. Il faut les virer, surtout si vous vous rendez compte que vous avez maux de tête et acouphènes, c'est que clairement, vous avez une sensibilité aux ondes électromagnétiques. On sait sur la stérilité. Ouais, on est tous électrosensibles. C'est juste qu'il y a certains qui sont plus, qui le sentent plus que d'autres. C'est comme le capital soleil. Ouais. À partir du moment où, et le problème c'est que là, c'est cumulatif, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire que le capital soleil, on sait qu'on a une espèce de dose à une limite avant que ça dégénère. Les ondes électromagnétiques, c'est pareil. Plus les années passent, plus on accumule, et à un moment, on devient électrosensible, et pour ceux qui le sont le plus, c'est invivable. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Mais l'avantage, c'est qu'on peut revenir en arrière. Sauf que là, faut vivre dans des zones blanches. Va trouver une zone blanche. Aujourd'hui, c'est plus difficile à trouver. Donc en fait, faites vraiment attention à ça, parce que ces informations viennent dans votre corps. Informez votre roue, informez vos champs. Donc attention. Et si on relie ce côté électromagnétique du corps avec développer son potentiel, mais son plein potentiel, peut-être que là, on peut développer ce sujet-là et en même temps avoir tes tips d'énergéticien pour tous ceux qui souhaitent, tous ceux qui souhaitent explorer leurs capacités plus loin. Oui, puis pour ça, la première chose, c'est revenir à l'exemple que je donnais quand on zoome à l'intérieur de soi. Même au-delà de la particule, on est du vide. Ouais. On est juste du vide. Si on zoome, on a quoi? On a des petits photons, on a des petites particules élémentaires, mais entre, il y a du vide. Sauf que la force est tellement forte que ça finit par créer un individu. Donc à partir du moment où on prend conscience qu'on est juste de l'énergie, sur pattes, avec une espèce de forme de matière qui héberge la conscience, déjà, ça nous permet de nous dire, si je ne suis qu'énergie, peut-être qu'il faut que je prenne soin de cette énergie. Donc, qu'est-ce que je fais moi au quotidien pour me sentir mieux et développer mon plein potentiel? Souvent, on me pose la question, mes abonnés vont me demander, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser mes énergies? Moi, la première chose que je dis, c'est, d'accord, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu profites de la nature? Est-ce que tu prends soin de toi? Parce que déjà, de base, pour avoir son plein potentiel, c'est clair. Faut déjà prendre soin de soi. Optimiser ses énergies, c'est tout ça. C'est la matière et la non-matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aime dire, c'est d'accepter qu'on ne sait pas tout et de laisser infuser qu'on est juste énergie. Parce que souvent, c'est des choses qui viennent un peu nous perturber, juste de le fait de savoir qu'on n'est pas que de la matière. Et en fait, à partir du moment où on commence à l'accepter, là, on peut faire tout un tas de choses pour travailler sur ces énergies-là. Ça peut être des respirations, on prend les travaux. Non, les cultures anciennes, que ce soit l'Ayurveda où la respiration et le prana faisaient partie de même leur médecine, c'est de travailler sur son énergie en sachant que ce que l'on mange est de l'énergie, ce que l'on respire est de l'énergie, tout est énergie.
Et ensuite, c'est de travailler pour moi sur son ancrage. Avant de vouloir atteindre son plein potentiel, ses capacités, des dons, des visions, des tout ce qu'on veut, parce que ça pour moi, c'est tout le monde. Mon Dieu, travaillez sur votre ancrage. C'est clair. Soyez bien dans votre corps, ici et maintenant. Prenez soin de votre matière, parce que vous êtes dans la, enfin, entre guillemets, dans la matière. Oui, dans cette réalité physique, on va dire. Dans cette réalité physique-là. Parce que le nombre de personnes qui ont voulu développer leur potentiel et partir vers le haut direct, Sans être ancré, ouais, c'est compliqué. ça peut finir à l'asile psychiatrique. Hein. J'ai eu l'occasion d'accompagner une magnifique jeune femme qui, elle, a été internée. Elle n'avait rien fait pour. Et d'ailleurs, Bécassine est arrivée entre-temps sur mes genoux, comme par magie. Bonjour Bécassine, elle souhaite participer à cette magnifique C'est ça. discussion. Donc, elle n'avait rien fait pour, mais du jour au lendemain, en fait, elle a eu des capacités médiumniques. Des capacités médiumniques vraiment très intenses et très ouvertes. Et pour elle, ça a été difficile à vivre. Et comme elle n'était pas prête, elle a fini par être internée. Et elle a même fini par y laisser sa vie. Donc, quand on vit ce genre de choses-là, d'ouverture ou autre, pour moi, il ne faut pas se forcer à être ouvert si on n'a pas d'abord travaillé sur vraiment être ici et maintenant et présent dans sa vie, en fait, et dans sa matière. Je suis complètement d'accord et alignée avec toi. Mais pour ceux qui ont des dons très forts, parce qu'il y en a, et qui n'ont pas grandi, comme toi et moi, comme la plupart d'entre nous, dans une société qui nous a permis d'être à l'écoute, de nous aider à les apprivoiser, justement nous dire que c'est important d'être ancré, et qui, malgré eux, malgré le fait de résister à ça, l'ont. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Peut-être déjà bien le lire. Je le dis à la blague parce qu'en fait, j'ai plusieurs personnes qui sont dans ce cas. D'accord. Et qui en fait ont lu le livre et ont été rassurés, comme ce que je disais. Ouais, au début, ouais. En fait, ça va dépendre de quoi. La question, c'est de quoi avez-vous besoin pour accepter ça? Est-ce que vous avez besoin de science? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Du support familial, de la compréhension de son environnement. Et c'est parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que vous avez, et je dirais peut-être même avant ça, c'est de ne pas le nier. De ne pas le nier, de ne pas le mettre de côté. De ne pas résister. De ne pas résister. Et ensuite, d'aller chercher ce qui va vous rassurer pour permettre de le développer, de rentrer de là-dedans en confiance. Parce que clairement, si vous commencez à entendre des voix ou d'avoir des visions que ça vous fait peur, et que pour vous, c'est n'importe quoi, oui, là, vous pouvez être clairement interné. Mais si vous sentez ça, si vous sentez cet élan, allez chercher ce dont vous avez besoin. Et en tout cas, de mon côté, le côté scientifique m'a aidé. Mais il y a des personnes qui vont avoir besoin de soutien familial. S'ils ne l'ont pas, allez chercher du soutien auprès de personnes qui ont la même chose que vous, ou qui pourraient être là à vous écouter. Une communauté, ça peut aider. Alors, il faut faire attention avec tout ce qui est sectaire, ces choses. Exact. Aujourd'hui, il faut faire même très attention. Il faut faire très attention aujourd'hui, mais aller chercher peut-être quelqu'un ou prendre rendez-vous avec des gens qui... Avec Loïc. Non, mais... Pourquoi? Mais en fait, je dis ça parce que j'ai des gens qui ont pris rendez-vous avec moi à la suite de lecture du livre, ou même avant, pour dire, voilà, on m'a référé vers vous parce que je vis ça. Comment est-ce que vous pourriez m'aider? Et là, on passe 1 heure. Alors, il y a un soin, certes, en plein milieu, mais je passe 1 heure à expliquer, à rassurer, à donner des tips en fonction de comment la personne, elle le vit. Et si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un physiquement, de prendre un rendez-vous, faites-le, en fait. Faites-le, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que de sentir profondément quelque chose, que de sentir une ouverture et que de retenir. Parce que c'est retenir une partie de soi et ça ne nous guide pas vers la joie et le bonheur que de rejeter involontairement ou volontairement une partie de nous. Ouais. Donc si vous sentez ça, regardez ce dont vous avez besoin et allez chercher ça. Ne serait-ce que juste, ça vous permettra de vous ancrer et de vous ouvrir plus. Mais ce que tu dis, c'est vrai pour tout dans la vie. Ouais, bah oui. C'est vrai pour tout appel intérieur qui va nous renseigner sur une aspiration qu'on se refuse ou pas, et d'être dans cette acceptation pleinement de soi en se disant, voilà, de quoi j'ai besoin pour pouvoir l'accepter pleinement. Et je trouve que ton conseil est juste très beau. Là où ça va être plus difficile dans ce cas-là, c'est parce qu'on est sur quelque chose qui est un peu à la marge. Il y a des époques où c'était complètement mainstream, c'était ouvert, il n'y avait pas de problème avec ça. Là, on est dans une époque où entendre des voix, c'est une maladie mentale. C'est ça, ouais. On est dans une culture où entendre des voix, c'est une maladie mentale, je dirais même. Parce que clairement, il y a des cultures en Afrique où c'est normal et c'est même le marabout ou le chaman. Donc voilà. Nous, on est pour moi... Le futur marabout de la tribu. Mais c'est vrai, en fait. À partir du moment où on voit que quelqu'un a des capacités un peu différentes, c'est souvent celui qui va prendre la relève parce qu'il est en contact avec autre chose.
Nous, on est dans une société où clairement, aujourd'hui, ou une culture où, ça, c'est rejeté, on est dans un paradigme matérialiste. C'est d'autant plus difficile que de sentir cette chose-là, ou ces choses-là arriver, et de rester seul dans son coin. Donc, ne pas rester seul, faire extrêmement attention où on va et dans les croyances que l'on va mettre derrière. Mais si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous rassure, qui est ancré, qui peut vous écouter, qui peut vous aider, allez-y. Mais ne jetez surtout pas cette partie de vous, parce qu'on l'a tous. On l'a tous, sauf qu'en général, autour de 7 ans, ça se referme un peu et les parents, je dirais de l'époque, moins de maintenant, avaient tendance à faire en sorte que ça reste bien fermé. Et l'éducation aussi, quand on va à l'école et après, on est sur des rails et même quand ça émerge, on se dit « Ah non, surtout pas !» C'est pas ça la vie, c'est de l'ordre de l'imaginaire, etc. Et moi, j'en parle de manière hyper décomplexée. Moi, je sais que sur mes réseaux sociaux, c'est un des trucs qui rassure. En fait, d'ailleurs, c'est les lives qui marchent le mieux. C'est que ça vire en spirituel, vision, tout ce qu'on veut. Là, j'ai plein de gens dans les lives. Mais ça montre qu'il y a un besoin. C'est sûr. Et pour ça, je suis complètement décomplexé. Oui, j'entends des voix. Oui, je vois des choses. Oui, on peut me toucher la nuit. Oui, on peut me réveiller. Oui, des fois, je vois un autre espace-temps chez moi. Et j'en parle comme si je disais que j'avais été chercher une baguette. Parce que c'est ma normalité. Et j'espère que ça pourrait être la normalité de tout le monde. Si c'est le cas des animaux, si c'est le cas d'autres personnes. Non, on a tous ce potentiel. Quand est-ce que ça s'est manifesté pour toi? Déjà petit? Quand est-ce que ça s'est manifesté et quand est-ce que je l'ai accepté? Exactement. Alors, quand est-ce que ça s'est manifesté? Du plus loin, j'ai relu l'histoire après que je l'ai accepté, d'aussi loin que je me souvienne. Je ne sais même pas si je raconte cette anecdote dans le livre, mais un des trucs les plus anciens, j'avais moins de 7 ans. Et je me souviens, je vivais en Afrique, et je me souviens sortir dehors avec un parapluie, m'asseoir et chanter pour faire venir la pluie. Et la pluie est venue. Et encore aujourd'hui, ce truc m'a marqué au point où j'étais profondément convaincu, à cet âge-là, que c'était moi qui avais fait venir la pluie. Mais quand on sait maintenant que dans certaines cultures, ils sont capables de créer un nuage au-dessus, ça, tout ce que je vais dire peut paraître complètement barré, mais il y a des témoignages de cultures où ils se mettent à chanter pour faire apparaître un nuage qui n'apparaît qu'au-dessus de la culture ou des trucs comme ça. Tout ça, pour moi, ça fait partie des choses que l'on a la capacité de créer. Donc il y a ça. Ensuite, à la perte de ma grand-mère, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires. J'ai gentiment rêvé des profs qui allaient être absents le lendemain. C'est la seule fois où j'étais la star du collège. Franchement, le matin, ils arrivaient tous en mode qui va être absent alors que c'était pas affiché. Et à la même époque, on m'a déménagé dans une vieille maison qui s'est avérée, la légende urbaine faisait qu'elle avait été construite sur un cimetière de bébés nés dans le péché, et c'était les bébés des nonnes qui avaient été violées pendant l'Inquisition, qui en gros étaient tués et enterrés dans le jardin. Super énergie dans la maison. Formidable. Et le pire, c'est que c'était pas une légende urbaine, parce que quand mes parents ont déménagé, ils ont trouvé... En fait, de ce que j'ai cru entendre, il y a eu des travaux et des choses ont été trouvées. Je ne sais pas si c'était animal ou autre. Et en fait, dans cette maison, la première nuit, j'y ai passé, j'entendais des choses. Or, c'était vide, il n'y avait rien. Il y avait juste mon père au rez-de-chaussée et moi, et on gardait la maison vide. J'entendais des pas, j'entendais des choses. Et donc, j'ai entendu ça pendant très longtemps. Et ensuite, je suis arrivé au Québec. J'ai une expérience que je raconte dans le livre, qui est ce que j'appelle mon bus dans la gueule, qui est le moment où j'ai eu ma preuve scientifique que j'entendais, je percevais les choses. Et de ce jour-là, tout s'est ouvert. Et c'était quoi cette preuve? J'étais dans le parc La Fontaine à Montréal avec une amie dont je ne savais pas qu'elle était médium. Et en fait, on s'est mis à parler de ce sujet-là parce que j'avais regardé la veille sur YouTube l'enquête extraordinaire de Stéphane Alix sur la médiumnité. Et je raconte à mon ami que la veille, je regardais ça dans ma chambre et que j'ai senti mon arrière-grand-mère arriver, que j'ai levé la tête, j'ai souri de manière bête, en mode si c'est ça, tant mieux, que si c'est pas ça, tant pis, mais ça me fait du bien. Je me suis remis à regarder le truc et j'ai vu ma grand-mère arriver et j'ai fait la même chose. Et là, la voix de mon ami a changé. Et je lui dis, là, tu vois, par exemple, pour moi, il y a quelqu'un qui est là. Et je ne savais pas à ce moment-là, naïvement, que quand on canalisait, la voix changeait. Elle a commencé à changer, à me décrire ce que je voyais et à me dire ce que j'entendais. Et en fait, elle me décrivait ma grand-mère qui était là. Et elle m'a dit une chose, qu'à part mes parents et moi, personne ne pouvait savoir. Ma grand-mère est partie et elle ne voulait pas qu'on la voie parce qu'elle voulait qu'on garde le souvenir d'une grand-mère belle. Et donc, je n'ai pas pu lui dire « je t'aime ». Et en fait, le premier mot que mon ami m'a dit en même temps que j'ai entendu, c'est ta grand-mère, elle souhaite une chose. Elle veut absolument que tu lui dises que tu l'aimes. Tu vois, fou. Et j'ai sombré en larmes.
j'ai senti physiquement ma grand-mère me toucher. Et de ce jour-là, tout s'est ouvert. Bon, évidemment, j'étais quand même consulté une psy. Parce que bon, quand tout s'ouvre du jour au lendemain et que tu commences à voir, à C'est percevoir, à compliqué, sentir, ça a été chaud patate à gérer. Mais voilà, la psy m'a dit Loïc, t'es médium, démerde-toi, je peux rien pour toi. Et donc de ce jour-là, j'ai commencé à écouter ce qu'on me disait et j'en suis là aujourd'hui avec un livre qui s'appelle Naturopathie quantique. Ouais, Bon. Waouh, tu m'as touché avec ton histoire. Ouais, c'était. Mais on a tous ces moments d'éveil. Moi, mon bus dans la gueule, c'était ma maladie. Et après, qui a ouvert tout le champ de choses qui étaient déjà présentes, mais que tu ne veux pas voir parce qu'il faut rentrer dans le cadre. Et après, tu te dis, mais tu ne peux plus retourner en arrière. Tu ne peux plus repartir dans une vie subie. Enfin, avant, quand j'avais catégorisé ça, tout ça, de charlatan, parce que soi-disant, j'étais scientifique et je faisais une belle école d'ingénieur, et tu vois, tout le tralala, et ben, j'avais quand même une vie où j'avais de l'angoisse, j'étais angoissée, enfin, j'étais pas maître de ma vie, je trouve que c'est prétentieux parce que c'est tellement vaste, mais j'étais pas dans cette création de ma vie, j'étais pas dans cette réalité manifestée et co-créatrice de ma vie, j'étais dans je subis, j'espère, j'ai peur, surtout ceci. Et en fait, quand tu passes et que tu t'ouvres, mais c'est une vie, c'est beau. Tu accueilles cette beauté, cet amour de la vie en toi, dans ta réalité, et tu peux plus retourner en arrière. Et on peut avoir des soubresauts, parce qu'on reste des humains. Bien sûr, on a tous nos... Sauf que ces soubresauts-là, on les vit autrement. Ils sont plus courts et ils sont vécus complètement autrement. Parce qu'il y a toujours une partie qui fait comme, vas-y, tombe. Vas-y, fais ton truc, là. Vas-y, vite tes émotions, là. Vas-y, de toute manière, tu vas y passer. Donc, vas-y, fais-le. Et 3-4 jours après, c'est bon, ça y est, t'es revenu. Allez, c'est bon. Mais... T'avais besoin de ça pour prendre conscience, bon. C'est ça, t'avais besoin de ça. Putain, combien de fois il va encore te falloir ça pour y aller? Mais en fait, j'aime le prendre avec humour. Parce que oui, ces moments-là, ils continuent à être. Ils continuent à exister et on continue à les manifester. Mais on les vit complètement autrement. Et ça fait du bien. Et effectivement, pour moi, c'est changer de paire de lunettes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a changé notre paire de lunettes, notre vue, elle ne peut plus revenir avec les culs de bouteille qu'on avait avant. Quoi. Ça marche plus. Et ces moments-là, moi, du jour au lendemain, j'ai fait des sorties de corps. On m'a expliqué comment faire des sorties de corps. On me réveillait la nuit. J'ai fait un éveil de Kundalini en me couchant. Enfin, un truc où j'allais clamser. Enfin, c'est pas agréable, un éveil de Kundalini au passage. J'ai vécu tellement de trucs chelous les uns après les autres que oui, j'ai dû quand même aller consulter pour voir si c'était pas moi qui pétais un câble. Mais finalement, la réalité est tellement différente et bien plus agréable après. C'est difficile peut-être avec le monde qui nous entoure parce que c'est une autre étape. C'est-à-dire d'accepter que les gens qui nous entourent, eux, sont dans leur réalité. Pour moi, poser des mots sur tout ça en écrivant le livre, qui a été clairement le livre le plus dur que j'ai dû écrire, parce que poser des mots sur quelque chose qui est naturel, c'est très contraignant. Parce qu'en fait, c'est mettre quelque chose qui est large et qui est innommable et de le nommer. Donc, à partir du moment où on nomme les choses, quelque part, on en restreint, on les restreint. Mais ça m'a permis, moi, justement d'accepter aussi que y a des personnes de mon entourage qui ne vivent pas cette réalité-là, qui sont dans la leur. Elle ne les rend pas nécessairement heureux, mais qu'il en soit ainsi. C'est leur réalité. C'est leur choix. Et c'est leur choix. Et tout est juste. Tout est juste, ouais. Et ces passages, en fait, je trouve, permettent ça. Mm. Merci pour ce partage, merci. Tu disais, ces capacités, les animaux, tout le monde les a. Et pourquoi s'en couper? Et il y a un passage dans ton livre, justement, où tu parles de cette conscience du vivant, et notamment des plantes. Et j'aimerais bien que tu ravives un peu ma mémoire et tu nous partages un peu plus là-dessus. Et tu as des très belles photos. D'ailleurs, je vais partager en page 157, où on voit typiquement des feuilles de fraisier après avoir été magnétisées, des champignons classiques et des champignons bio, quel est leur rayonnement électromagnétique. Et là, j'ouvre le livre à cette page 157 et tu te dis à 156, comme nous le savons, pour que le visible existe, il faut que l'invisible existe lui aussi. Ça, j'ai trouvé tellement beau. Et ça n'a rien de moderne et j'ai rien inventé. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle chinoise le dit. C'est-à-dire que pour avoir une composante matérielle, il faut qu'il y ait une composante immatérielle. Donc le qi, l'énergie.
l'Ayurveda le dit, le chamanisme le dit, l'alchimie le dit. À la fin du livre, je fais un petit voyage au travers des cultures ancestrales. Naturopathie quantique, je n'ai pas réinventé la roue, pour être très honnête. J'ai posé des mots modernes sur des choses qui sont vécues depuis toujours. Et tout possède une conscience. On vient tous, en tout cas dans ma vision de la réalité, vu que tout à la base est sous forme de potentiel et qu'il y a quelque chose de sous-jacent à notre réalité, c'est cette conscience. Donc ça veut dire que tout ce qui est matière, même la chaise, finalement, a une conscience. Donc vient de cette chose. Moi j'appelle ça le Boubi-Boulga, les Égyptiens appelaient ça le Noun. Enfin voilà, ça porte un nom. La materia prima pour l'alchimie, il y a cette chose sous-jacente. Donc ça veut dire que tout ce qui est matière possède une conscience. Quand on parle des plantes, ça va même au-delà de ça. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent et qui ne plaît pas toujours. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes et chacun fait ce qu'il veut, mais qui vont dire, voilà, je ne mange pas d'animaux parce qu'ils souffrent. Et c'est louable. Mais il faut dire à ces personnes-là qu'il y a des études qui ont été faites depuis la Seconde Guerre mondiale de mémoire, où on a testé avec des électrodes des végétaux pour regarder en fait s'ils avaient une conscience quand on leur approche nécessairement une flamme ou un couteau pour les couper, et qu'on voit qu'il y a des marqueurs électriques qui montrent que le végétal réagit. On sait maintenant que le végétal crie. Donc on sait que les animaux et les végétaux ont une conscience. Et ça, les peuples premiers le savent. Ils ont toujours remercié et exprimé leur gratitude lorsqu'un animal donnait sa vie pour qu'eux puissent prolonger la leur. Ils faisaient ça pour les animaux et font aussi ça pour les végétaux. Et ça, faut pas l'oublier. Donc c'est bien beau de mettre l'animal supérieur au végétal. Mais moi, je pars du principe que tout être vivant mérite d'être honoré, et être honoré profondément. Que ce soit pour nous soigner, via les plantes, par exemple, ou pour nous nourrir, ou pour toute autre raison. Donc, comme tout a une conscience, nous allons rentrer en interaction avec cette conscience-là. C'est pour ça dans la vision quantique de la naturopathie, on n'a pas nécessairement besoin de consommer la plante pour pouvoir rentrer en relation avec ce qu'elle a à nous dire. Parce qu'elle a une conscience, et de conscience à conscience, on peut y avoir une interaction. Je ne sais pas si ça répond à ta question, parce que j'ai vraiment fait le tour. Ça répond à ma question. Enfin, en tout cas, tu es allé explorer cette notion de conscience dans le vivant chez les plantes. De mémoire, c'était un agent du CIA, de la CIA dans les années 60. Tout à fait. Qui a commencé à jouer avec son détecteur de mensonges, avec la plante qu'il avait dans son bureau. Puis il a remarqué que la plante elle réagissait à chaque fois qu'il approchait sa cigarette pour la brûler ou des choses comme ça. Il y a même eu un exemple avec des tomates en grappe, où on testait une tomate dans la grappe alors on faisait quelque chose à une autre tomate toujours dans cette même grappe, et la tomate qui n'était pas touchée réagissait. Ça a été fait avec des œufs aussi. Oui. Des expériences comme ça, il y en a plein. J'en cite quelques-unes dans le livre, mais il y en a plein. Donc on le sait que tout a une conscience et que cette conscience va réagir. Donc autant honorer et surtout autant utiliser ces végétaux ou ces animaux, que ces remèdes, encore une fois, en les honorant. En les honorant. Et en honorant le vivant autour de nous, tout autant qu'en nous. Parce que comme tu disais, il n'y a pas d'être, l'animal n'est pas supérieur au végétal. On est juste, comme tu disais au début, des tourbillons dans un océan de conscience. On fait tous partie de cet océan de conscience. Et quand tu prenais les photos qui ont été faites, c'est de l'électrophotonique de mémoire. Georges Vaillancourt, je crois. C'est des images qui lui appartiennent, pas toutes. Mais, Georges vie aidant. Ouais, je fais toujours, qu'il m'excuse, je fais toujours une erreur sur son nom. Et en fait, l'électrophotonique, on est capable de regarder les émissions de photons, donc la vitalité des choses avec certaines machines. On émet tous de la lumière. Comme l'effet, la photographie Kirlian, c'est le même principe. Ouais, c'est le même principe. Et donc on émet de la lumière. Et en fonction de notre niveau de vitalité, on va émettre plus ou moins de lumière. Et c'est ce que ces expériences montrent, c'est que si on magnétise un végétal, alors il va émettre plus de photons. Si on met de l'intention, il y aura plus de photons. S'il est bio versus pas bio, il émet plus de photons. Et dans la relecture quantique de l'alimentation, c'est que finalement, on mange des particules, on mange de la lumière. Et autant qu'il y ait le plus de lumière possible dans ce que l'on mange. Et ça, c'est pareil. Je n'ai pas réinventé la roue. Pourquoi est-ce que dans les restaurants chinois ou japonais, bref, asiatiques, on choisit le poisson que l'on va manger en sushi dans l'aquarium? Parce qu'en fait, plus l'animal est mangé tôt après sa mort, plus il va émettre de photons, plus il a de vitalité,
plus il va nous apporter de la vitalité. Donc, manger vivant, alors que c'est des légumes crus qui viennent du bout du monde et qui ont été coupés il y a 10-15 jours. Chacun son potager. Voilà, c'est ça. La petite tomate tout de suite en sortie du potager, dans l'assiette. En termes de goût. En termes de goût, ça n'a Ouais, rien à voir, on le clair, sait. Hein, c'est donc, clair. Alors maintenant, on va aller explorer cette fameuse question, c'est quelle est ta vision de la science? Comment est-ce que tu penses qu'elle devrait peut-être se réformer? Et qu'est-ce qu'une science spirituelle, je vais oser dire le mot, pourrait nous amener? Je te pose cette question-là parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé Revealing et je creuse ces sujets, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas exploré par la science ou pas expliqué par la science, mais que tous ceux qui ont essayé de le faire, ils ont été mis sur la touche. Je parle pas Là, je parle par exemple de physiciens, de scientifiques, je parle pas de la mémoire de l'eau et tout ça, ou ça, bon, voilà. Des prix Nobel, des gens brillantissimes qui, dès qu'ils ont voulu explorer cet invisible et faire leur travail de physicien aussi bien qu'explorer la matière, ont été mis sur la touche. Donc, il y a un émotionnel comme ça du milieu académique. Et parfois, je me demande, en regardant, je fais une petite parenthèse, mais les travaux de Tesla, par exemple, ou les travaux de scientifiques qui avaient cette partie spirituelle, ils sont arrivés à des choses absolument phénoménales. Et je me dis, est-ce que demain, ça ne va pas être ça la nouvelle façon de faire de la science? Garder sa rigueur, mais avec cette ouverture. De toute manière, tous les plus grands chercheurs qui ont fait les plus grandes découvertes ont souvent dit qu'ils avaient eu une intuition. Heisenberg, par exemple. Einstein, et même alors je n'aurai pas son nom, mais la personne qui a découvert la double hélice d'ADN l'a dit de manière très explicite. C'est une femme d'ailleurs. Je crois que je l'ai partagé. Je ne sais plus, mais l'a dit de manière très explicite qu'il a vu la double hélice d'ADN parce qu'il était sous LSD. Il était dans un état élargi de conscience où il a pu puiser une information, il ou elle a pu puiser une information, et donc c'est comme ça qu'il a découvert la double hélice d'ADN. Donc, alors, on n'incite pas, je précise, on n'incite pas à la consommation de drogues illicites. Ceci dit, je pense que tu donnes cet exemple parce que, par exemple, avec les psychédéliques qui sont pris dans des cadres très rigoureux, permettent des élargissements de conscience. Et ça, la science aujourd'hui nous montre. Hein, on a des expériences de conscience élargies grâce à ces... Tout à fait. Je donnais cet exemple-là parce que c'est un exemple d'état élargi de conscience. L'intuition souvent arrive dans un état élargi de conscience, temporaire, mais voilà. Donc pour moi, science et spiritualité, c'est un peu la base. Parce que pour moi, il n'y a pas de grande différence, sachant que l'histoire nous montre que les grandes découvertes sont toujours arrivées par quelque chose de subtil, d'invisible, et que les chercheurs en question le mentionnent et osent le dire, pour certains. Ma vision de la science. Science ou scientisme? Ce sont deux sujets différents. Je m'estime profondément scientifique dans l'amour de la science noble. La science la plus belle et la plus pure, qui est une science de doute. Parce que la science, c'est toujours se poser des questions, ne jamais rester assis sur ses réponses, et surtout ne pas rejeter une hypothèse sous prétexte que l'on n'est pas capable de l'affirmer ou de l'infirmer en fonction des technologies actuelles. Le meilleur exemple, c'est Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'on a prouvé que Dieu existe? Non. Est-ce qu'on a prouvé qu'il n'existait pas? Non plus. Donc, l'hypothèse Dieu existe ne peut pas être rejetée parce qu'on n'a pas prouvé son contraire, que Dieu n'existe pas. Ça, pour moi, c'est de la science. C'est pas le scientisme qui est une religion dogmatique sur lequel tout est basé sur la science. Je suis très critique avec ça, tu m'as lancé sur le sujet. Vas-y. Qui, en fait, pour moi, ce n'est pas de la science. C'est juste du dogme, c'est de la religion. Et aujourd'hui, on vit dans une société de dogme et de religion. La science, telle qu'elle existait... Alors, je crois que c'est avec un chercheur dont je vais taire le nom parce que je n'ai pas envie que ça lui retombe dessus, avec qui je discutais il y a quelques temps, qui disait que pour lui, la science telle qu'elle existait au début de sa carrière, ou au plus tard dans les années 90, n'existe plus. Parce que maintenant, c'est un dogme. En fait, la science du doute, c'est la science de la recherche. La recherche, elle, doute en permanence. C'est ça qui fait avancer les choses.
Elle doute en permanence, mais elle ne rejette rien tant que ça n'a pas été prouvé. Et encore, le nombre de choses qui ont été prouvées à un moment, puis il y a eu des technologies qui sont arrivées après et qui ont infirmé ce qui avait été prouvé juste avant, en fait, la recherche est humble. Le scientisme ne l'est pas. Le scientisme, c'est de l'ego. Le scientisme, pour moi, est un véritable problème parce qu'on met cette science du doute entre les mains de scientistes. C'est-à-dire de gens qui vont tout baser sur des études scientifiques, qui vont tout baser sur, alors qu'ils ne savent pour la plupart pas bien les lire, qui n'ont jamais fait de recherche du tout. Et pour moi, là, c'est un véritable problème. Le meilleur exemple, j'aime bien le donner parce que c'est Benveniste, avec le contrôle tout sauf scientifique de ses publications à l'époque. Et moi, ça m'a fait un choc, si tu veux. J'ai grandi en tant qu'ingénieur. Pour moi, c'était l'exemple même à pas suivre pour garder sa rigueur. Or, des années plus tard, grâce au chemin que j'ai fait et aux gens que j'ai rencontrés, je me rends compte que c'était pas du tout ça, puis que ça tenait bien la route. Ouais. Et tant bien. Et aujourd'hui, il y a une chercheuse, je donne cet exemple très concret qui illustre tout à fait ce que tu dis, qui travaille sur l'eau au Japon aujourd'hui et qui, dans ses recherches, montre qu'en fait, rien que le processus de préparation de l'eau dénature en fait l'expérience parce qu'elle lui enlève son information. Bah oui. Donc, l'eau stérilisée, filtrée, etc. Elle s'est dit, mais en fait, c'est pas reproductible. Il y a cette question de la reproductibilité parce que le processus lui-même, on ne le savait pas, dénaturait, en fait, était déjà une étape de trop dans l'expérience. C'est comme l'homéopathie. L'homéopathie, on passe son temps à dire... Alors, il y a quand même des études qui montrent, pas beaucoup, mais qui montrent l'efficacité de l'homéopathie. Mais on ne peut pas étudier l'homéopathie de la même manière que l'on étudie autre chose. Parce qu'on parle d'eau, on parle d'information et on parle d'hyper-personnalisation. Donc, si on veut prouver que tel remède marche, on ne peut pas le faire de manière randomisée à double aveugle. C'est impossible puisque le remède va s'adapter pour les symptômes, va s'adapter à chaque personne. Donc, en fait, en véritable scientifique, on prend en compte ces paramètres et justement, on est capable de dire « je ne pourrai jamais le prouver via les codes et les protocoles actuels parce que nos protocoles impactent déjà l'expérience en question. » Tiens, l'expérimentateur influence l'expérience. Je pose ça là. Je dis ça, je dis rien. Donc, l'expérimentateur, via ses protocoles, va influencer l'expérience. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que tout le monde doit garder en tête parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire à une science, mais sauf que c'est une science, encore une fois, qui est dogmatique, qui, pour moi, pour moi, ce n'est pas de la science. C'est une religion, point. La science, elle est belle, elle est pleine de doutes, mais de doutes bien placés. Elle permet de voir le monde autrement. Elle est humble, mais elle est profondément humble. Elle permet de voir le monde autrement. Elle permet de se questionner en permanence, de dire c'est con, on ne sait pas pourquoi on pleure. On ne sait pas pourquoi quand on a des émotions, il y a des larmes qui coulent. On ne sait pas pourquoi on vit certaines émotions. La science n'est pas capable de le prouver. Moi, des fois, je trouve ça cool que la science n'arrive pas à prouver ces choses-là. C'est important de regarder ce contexte-là. La science, je l'aime. J'estime que je suis quelqu'un de scientifique, de par mon parcours, qui a pu être matérialiste, qui n'a jamais été vraiment dogmatique, parce que j'ai jamais supporté les dogmes quels qu'ils soient, mais d'utiliser le doute comme certaines nouvelles sectes modernes peuvent utiliser le doute et la science pour essayer de prôner leur vision scientiste du monde me dérange. Parce que c'est une insulte à la science, une insulte à justement cette humilité, ce doute, ce surquestionnement. Pour toi, on est dans une période d'obscurantisme scientifique? Ouais, clairement. Et par obscurantisme, il y a les obscurantismes religieux. Donc en fait, on a des périodes d'obscurantisme les uns après les autres. Mais quand on sait, et tu es bien placé pour le savoir aussi, quand on sait qu'une étude, on est capable de lui faire dire tout bien sûr. et n'importe quoi. Suivant. C'est-à-dire que se baser, pas plus tard que hier, j'ai demandé la réservation d'une salle pour faire une conférence. J'ai reçu un mail long comme ça de l'équipe de réservation de la salle me demander toutes les études scientifiques qui pouvaient m'aider dans ma conférence sur comment soulager naturellement ces troubles digestifs pour s'assurer que ce n'est pas de l'effet placebo. J'ai vu le mail, j'ai fait « Ah, j'ai déjà utilisé l'effet placebo là, clairement, vous ne savez pas ce que c'est, il va falloir aller regarder de votre côté des études. » Et de deux, me demander une liste d'études pour prouver qu'on est capable d'arrêter ces troubles digestifs en changeant son hygiène de vie.
Mais vous pensez qu'il y a des études sur ça? Les gars, des études, faut les payer, les études. Vous croyez qu'il y a des Ça. gens qui vont payer pour qu'on dise que Bah, surtout, ça rapporte rien. ça rapporte rien. Donc, Et si ça puis, rapporte les rien, études, ça coûte cher. voilà. Il y a plein de sujets. Enfin, il y a un de mes sujets de cœur aussi, c'est l'accouchement naturel. Et qui est beaucoup trop médicalisé aujourd'hui. Mais bien entendu que si tu veux financer les recherches sur l'accouchement physiologique, bah, Ça c'est rapporte rien. compliqué. Donc, c'est des volontaires, c'est des sponsors. Et donc, oui, c'est compliqué d'avoir des études. Bon, maintenant, il y a quand même pas mal, parce qu'il y a des gens qui se sont battus qui ont donné leur vie. Mais ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est Oui, complexe, quoi. Parce que derrière, il y a toujours un enjeu financier. Il faut jamais oublier, il y a juste à regarder tout ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac aux États-Unis, qui ont réussi via des études à démontrer qu'il n'y avait pas de cancer du poumon avec les cigarettes. Bon, maintenant, 30 ans après, on a bien vu qu'il y avait eu de l'argent déversé pour créer des études. Donc pour moi, tout ça, c'est pas de la science. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ça, c'est de la science et qui vont se baser sur ces choses-là. Or, ils ne sont pas capables de lire ces choses-là. Et je ne dis pas que je suis capable de lire toutes les études. J'ai été formé à ça. Chacun, mais chacun son domaine de compétences. Mais pitié, ne dénaturons pas la véritable et la belle science pour cette religion. Pour moi, merci Loïc. Juste pour ajouter une dernière chose à ton propos, c'est que dans cette vague d'informations, bah, il est essentiel que chacun d'entre nous puisse aller prendre le temps de chercher, de s'informer et de prendre des choix éclairés. J'insiste souvent là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque de l'IA, des fake news, de ceci, et dans tous les domaines, là, on est dans le domaine du bien-être, de la conscience, mais il y a des dérives dans tous les domaines. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est essentiel d'aller s'informer par soi-même, de vérifier et de faire ses choix éclairés par soi-même et de ne pas se laisser imposer un choix par quiconque, n'importe quel gourou du bien-être, n'importe quelle chose. Mais voilà, de prendre ce soin du doute, Du doute. de l'esprit critique, du ressenti intérieur. Et d'utiliser, ça peut être un peu hard ce que je vais dire, mais ce qu'on a entre les deux oreilles. C'est-à-dire qu'on est dans une vie ou un environnement ou une culture qui fait qu'on est dans la culture de la facilité. On ne réfléchit plus. ouais, Et en fait, notre capacité de réflexion, de ressenti intuitif aussi, c'est des choses qui ne sont pas à occulter. Et écoutez tant vos ressentis que votre cerveau, que ça ne vous paraît pas logique, pourquoi y croire en fait. Et peut-être, il y a sûrement plein de choses que je viens de dire là et qui ne résonnent pas pour une partie des gens. Et c'est juste pour vous, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ne vous laissez pas imposer, je vais renchérir sur ce que tu viens de dire. Moi je passe mon temps à dire à mes abonnés, mais ne croyez jamais ce que je dis. Ne croyez surtout pas à ce que je dis. Expérimentez, faites votre propre expérience en fait. Créez votre propre croyance derrière tout ça. Et si ça colle avec ce que je vous ai dit, tant mieux. Si ça colle pas, tant mieux, en fait. Mais ne croyez jamais ce que je vous dis. Ne mettez jamais quiconque sur un piédestal, à part vous-même. on va finir là-dessus, c'est trop beau. Merci Loïc. Merci beaucoup. Merci. Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimes cette chaîne Entre Science et Conscience, je t'invite à soutenir mon travail pour seulement 1 € symbolique par mois. Élevons-nous ensemble, faisons grandir cette belle communauté consciente et bienveillante. Je vous en suis infiniment reconnaissante.